Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je rencontre Isabelle Taïeb. Elle est née à Paris d'une famille d'immigrés portugais. Sa mère était gardienne d'immeuble et son père maçon. Aujourd'hui, elle est directrice du pôle communication corporate, RSE et affaires publiques chez McDonald's France. Bonjour Isabelle Taïeb, entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir de l'ascenseur, qui voyez-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vois une femme de 39 ans, mariée avec une petite fille de 8 ans, qui dirige le pôle communication corporate, RSE et affaires publiques chez McDonald's France. Et je suis plutôt fière de ce que je vois dans le miroir. Quand vous démarrez dans la vie, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? D'où partez-vous, Isabelle ? Alors mon rez-de-chaussée, vous pouvez pas si bien dire, mon rez-de-chaussée c'est la loge de la gardienne, parce que j'ai grandi dans 32 mètres carrés. Toute mon enfance avec mes deux parents et puis mes deux frères et sœurs. Donc mes parents ont émigré dans les années 70 du Portugal, comme beaucoup de Portugais, ont un peu fui suite à la révolution, le manque de travail, le manque de perspectives en fait professionnelles qu'ils pouvaient avoir. Mes parents sont d'un petit village portugais au fin fond de la campagne portugaise dans le centre du Portugal, petit village de à peine 300 habitants et à part l'agriculture, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc mon père est parti en éclaireur. Dans un premier temps, et puis ma mère l'a rejoint ensuite après leur mariage et quand ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas de logement, donc ils ont squatté, c'est pas bien, mais ils ont squatté une maison qui était inhabitée à Colombes à l'époque, dans laquelle ils ont habité quand même 3 ans avec ma tante, la sœur de ma mère, qui était venue aussi avec son mari. Ils ont tous les 4 émigré à Paris. C'était leur choix parce que d'autres ont émigré sur Besançon, Lyon, d'autres au Canada. La moitié de la famille de ma mère est partie au Canada et on l'a vu qu'une seule fois depuis, en 40-50 ans voire même. Et donc du coup, ils ont squatté cette maison pendant 3 ans et puis ma mère a essayé de chercher. Il y avait tout un réseau qui s'était créé en fait à l'immigration portugaise de loges, de gardiennes dans les immeubles un peu bourgeois de quelques arrondissements de Paris. Et ma mère a eu l'opportunité de prendre cette loge dans le 4e arrondissement, dans un très beau quartier, même si à l'époque c'était pas du tout le quartier qu'on a aujourd'hui, aussi bobo et voilà aussi beau qu'il soit aujourd'hui et tendance. C'était pas du tout ce quartier, mais voilà, elle a eu cette loge qui lui a été transmise par une autre portugaise qui partait, et donc notre vie en fait parisienne a commencé ici. Ma sœur étant déjà née. Quand elle est née à Colombes, quand ils squattaient cette fameuse maison. Et ma mère a eu mon frère dans la foulée. Et puis moi, je suis arrivée en accident 8 ans plus tard. Et donc, mon rez-de-chaussée se résume à une cour d'immeuble et à ces 30 mètres carrés dans lesquels j'ai vécu malgré tout une enfance hyper heureuse, très conviviale, pleine de famille, de discussions, de voix et de proximité. Malgré ces 30 mètres carrés, cette petite cour, j'allais jouer assez régulièrement place des Vosges, donc beaucoup de chance. Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir à cette époque ? Pas vraiment, en réalité. J'avais pas vraiment de rêve ou j'avais pas vraiment de projection.
parce que on vivait un petit peu dans un univers où il fallait se faire discret. Et finalement, pas tant avoir des ambitions, mais plutôt pouvoir poursuivre des études, d'être dans une moyenne, de pas faire de vagues. Donc, pas vraiment le droit d'avoir de l'ambition, une vraie projection. Donc, j'avais pas vraiment de rêve, en tout cas pas ceux que j'ai aujourd'hui ou que j'ai pu avoir après par la suite. Et votre père, il faisait quoi dans la vie? Quand il est arrivé en France, en fait, il a fait un peu comme tous les Portugais de son époque. Il a commencé maçon. Et donc, il est resté maçon pendant presque 45 ans. Et il a eu le bonheur, en tout cas, quand il nous racontait ce qu'il faisait de ses journées, il rénovait des bâtiments historiques et des monuments. Et je me souviens, quand j'étais petite, il avait rénové une partie du Louvre. Donc, j'étais très fière, en fait, que mon père soit sur le chantier du Louvre. Mais il vivait son travail comme ça? C'est-à-dire avec vraiment une inspiration historique et tout ça, il avait le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que lui. En fait, il avait le sentiment qu'il était malgré tout utile, qu'il veillait en fait au patrimoine d'un pays qu'il accueillait. Et en tout cas, c'est ça qui mettait en valeur et qui mettait en avant quand il nous le racontait, même s'il partait très très tôt le matin et qu'on le voyait pas, et que le soir, quand il rentrait, il était très fatigué, donc il avait pas forcément envie non plus de s'occuper de ses enfants, de jouer avec nous. Bienvenue dans l'ascenseur. La scolarité se passe de façon assez isolée. Alors, j'avais de la chance, mon école maternelle était vraiment à 5 minutes et mon école primaire était en bas de la maison. Donc j'ai pu assez rapidement aller toute seule à l'école. Et même si j'ai assez peu de souvenirs de l'école maternelle, en revanche, l'école primaire a été assez compliquée pour moi parce que même si c'est une époque où on peut se dire que dans les années 90, les gens avaient l'esprit un petit peu ouvert, plus ouvert du moins, où les enfants aussi, il y avait quand même beaucoup de racisme. Beaucoup de moqueries que j'ai assez mal vécues et pendant globalement quasiment toute ma scolarité, j'ai eu honte de dire que j'étais portugaise et j'évitais d'ailleurs d'en parler. Et quand on remplissait les petites fiches au début d'année pour savoir ce que faisaient les parents, quel métier, quelle profession ils avaient, j'essayais de l'écrire un petit peu toute seule dans mon coin et sans forcément que d'autres enfants voient ce que pouvaient faire mes parents. Bon, par la suite, ils ont fini par l'apprendre, plus on grandit. Et puis ma mère, en fait, était gardienne d'immeuble, mais dans ses pauses de conciergerie, elle allait faire des ménages dans des appartements, voilà, d'habitants du coin. Et certains étaient les parents d'enfants qui étaient avec moi à l'école et du coup c'est vrai qu'ils se moquaient pas mal de moi par rapport voilà à la tenue de ma mère quand elle allait faire le ménage chez eux ou enfin voilà, donc c'était un peu compliqué et j'avais assez honte de dire que ma mère était gardienne et mon père maçon. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui quand les gens en parlent, même à mon âge, alors que j'ai 39 ans, ça peut toujours faire des blagues sur le stéréotype de la mère gardienne et du père maçon quand on est portugais. C'était un racisme plus social finalement. C'était beaucoup plus de la mise à l'écart et puis il fallait trouver un moyen de se moquer. Enfin, moi j'avais vraiment la sensation que on trouvait un petit peu le moindre prétexte pour se moquer. Et c'est vrai que on était assez peu d'émigrés finalement, enfin d'enfants d'immigrés. Finalement encore à cette époque-là, la mixité n'était pas celle qu'on a aujourd'hui et la cible était facile. Mais ça se voit pas sur le visage, contrairement à d'autres témoins qui témoignent dans Bienvenue dans l'ascenseur, qui sont noirs ou maghrébins. Quand on est portugais, c'est pas quelque chose qu'on voit sur son visage. Donc c'était donc plus un racisme social, c'est ça? Oui, je pense qu'il y avait vraiment une question de peut-être de parents, puisque les enfants pouvaient pas forcément savoir, comme vous le dites. Donc c'était les parents. Oui. C'est ça, qui transmettaient cette intolérance à leurs enfants. Oui, parce qu'après, il y a que les parents qui se voient à la sortie ou à l'entrée de l'école. Donc, c'est vrai que les enfants sont quand même très influencés. Et je vois pas vraiment d'autres explications parce qu'en fait, les moqueries se fondaient surtout sur comment était ma mère, physiquement, ce qu'elle portait, ce que moi je pouvais porter, qu'on assimilait à des serpillères ou à des... Ah ouais. Carrément. C'était violent. C'était très compliqué. Mais alors vous étiez seule dans ce cas, Isabelle, dans la classe, il y en avait pas d'autres avec qui, enfin vous avez été isolée du coup?
En fait, la seule amie que j'avais durant toute l'école primaire, globalement, était portugaise aussi. Et on était un petit peu dans le même cas, donc on se soutenait toutes les deux au moins. Mais c'est vrai qu'elle était beaucoup plus réservée. Alors moi, j'essayais d'être un petit peu plus offensive parce que c'était pas juste et que moi, on m'a pas élevée comme ça. Donc j'essayais de me défendre. Et puis bon, un jour, j'ai fini en CM2 par avertir ma mère. Et même au collège à faire preuve de violence à force d'être moquée. Vous-même, vous êtes devenue violente pour vous défendre. Oui, parce que j'en avais vraiment marre en fait que ça me poursuive et que ça fasse un petit peu parce que quand un enfant un peu populaire se moque de vous, c'est comme une traînée de poudre. Après tous les autres se moquent aussi de vous, donc fort heureusement, quand on est au collège, il y a des gens qui arrivent à avoir un libre arbitre et qui se désolidarisent un petit peu de ces moqueries, qui sont beaucoup plus neutres. Et au collège, après, j'ai réussi à avoir beaucoup plus de copines, d'autant que mon amie du primaire avait fini par déménager parce que elle n'en pouvait plus. Mais alors, ce que vous avez vécu dans la cour de récréation pendant toute l'école primaire, en fait, c'est carrément du harcèlement. Aujourd'hui, on appellerait ça du harcèlement. Avec le recul, c'est vrai que oui. Aujourd'hui, on appellerait ça du harcèlement. Et vous étiez bonne élève ? J'étais moyenne parce que je suis donc d'une fratrie de 3. La dernière, ma sœur aînée a un handicap. Donc elle a été beaucoup accompagnée et suivie. Mon frère, un peu plus livré à lui-même, m'aidait un petit peu sur les devoirs, mais... Voilà, on a toujours, mon frère a toujours eu, on va dire, des soucis d'apprentissage et donc avait déjà pour lui beaucoup de travail à faire. Et les professeurs ? Les professeurs, pas forcément plus attentifs à moi qu'à un autre, je dirais. Honnêtement, pas plus de suivi. Quand je vois aujourd'hui, maintenant que je suis mère, tout l'accompagnement qu'on peut avoir sur justement des troubles de l'attention. À mon époque, honnêtement, ils s'encombraient pas de tout ça. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc, quel est le déclic qui vous permet d'accéder au premier étage ? Le déclic, ça aura été le lycée et de changer de lycée, de changer de quartier. Je suis partie du lycée Charlemagne parce qu'on m'avait dit de toute manière que j'étais plus faite pour un cursus plus technique. Going down. Ah oui, vous aussi. Oui, parce que j'excellais pas en fait en sciences ou en littérature. Donc c'est au lycée qu'on vous a dit vous feriez bien d'aller faire une filière technique ? Exactement. En fait, j'ai eu mon brevet en 3e. Je suis passée donc du collège Charlemagne au lycée Charlemagne. Et donc, à la fin de la seconde, on m'a aiguillée vers des filières plus techniques et donc notamment la filière sciences médico-sociales, puisque j'étais assez intéressée par tout le milieu médical, que initialement je voulais faire médecine, mais qu'on m'a gentiment dit que en n'étant pas excellente en physique-chimie et en mathématiques, il valait mieux que je m'aiguille sur une école d'infirmière. Et alors ? J'ai suivi leurs conseils. J'ai intégré un lycée privé qui s'appelle Charles Péguy, dans le 11e arrondissement, un quartier que je ne connaissais pas. C'était la première fois que j'allais aussi loin, en fait, pour aller à l'école. Un lycée pour filles et catholique. Donc privé. Donc privé. Mais assez ouvert. Aucune obligation de suivre les offices religieux, etc. Et avec un corps enseignant uniquement composé de femmes, c'était rigolo. Et dans un état d'esprit très ouvert, où on parlait beaucoup, où justement peut-être parce que c'était une filière médico-sociale, les professeurs étaient très à l'écoute des élèves sur tous ces aspects-là. Et en fait, j'ai rencontré des filles qui venaient de tous les milieux, et notamment de milieux comme le mien, issus de l'immigration, globalement pour toutes. Et c'est là que je me suis sentie en fait à ma place, et c'est là que j'ai appris à être fière de moi, à être fière de mes origines, à être fière de ce que mes parents faisaient. Et j'ai excellé, et j'ai eu mon bac mention très bien. Et ensuite, je me suis dit, bon, allons-y. Mais alors du coup, allons-y pour devenir infirmière ? Bah oui, en fait, ma mère m'avait toujours dit, écoute, Isabelle, vise pas trop haut parce que tu pourrais être déçue. Tu sais, nous, dans notre famille, voilà, on n'a jamais excellé. Donc,
vise infirmière, c'est déjà pas mal, c'est un métier, on aura toujours besoin d'infirmières, t'auras pas de chômage, voilà, c'était la sécurité. Donc je l'ai suivi. Elle avait raison en même temps. Oui. Et toutes mes copines infirmières qui ont poursuivi le cursus, je suis très fière de ce qu'elles font aujourd'hui et la difficulté qu'elles ont à le faire et toujours la passion qu'elles ont, même au bout de 20 ans. Donc, donc j'ai passé les concours d'école d'infirmière que j'ai eu très honnêtement. Même moi, ça m'a étonnée, mais j'ai excellé en fait dans les concours d'infirmière. J'étais la seule de ma promotion à être prise directement et pas en liste d'attente. J'ai eu l'école, l'IFSI, l'institution infirmière que je voulais. J'y suis entrée. J'ai fait 1 an, très intéressant, et les cours, et puis les stages. Là, je pense que l'idéal que je m'étais fait en tête s'est effondré. Going down. J'ai vu, j'ai vu un petit peu les dessous des hôpitaux. Et là où en fait le métier d'infirmière m'intéressait par le rapport humain, les échanges, le fait de pouvoir rassurer les patients, d'en prendre soin, mais pas d'un point de vue médical, et qu'on me l'a reproché à plusieurs reprises, en me disant que voilà, c'était pas ce qu'on me demandait. Je me suis dit en fait c'est pas ce que je veux faire. Et alors du coup vous avez décidé de changer de voie. Du coup vous vous êtes trompé d'ascenseur au début. Je me suis complètement trompée d'ascenseur. Et puis en fait, ce que je me suis dit, c'est que ce que j'aimais faire, c'était de parler aux gens, de vulgariser un petit peu des propos qui pouvaient être compliqués à comprendre et du coup faire peur. Parce que l'ignorance, c'est ce qui fait peur. Et je me suis tournée vers la communication. Et là, j'ai fait un BTS. Alors toujours pas de grandes écoles parce que à l'époque, l'alternance n'était pas aussi courante qu'aujourd'hui. C'était assez rare. C'était beaucoup pour ces filières-là de BTS. Et j'avais pas forcément les moyens de faire une école de commerce ou une école de communication. Donc, un BTS communication des entreprises en alternance. Et puis, à la fin de ce BTS, je perds mon père. Vous aviez quel âge ? J'avais 20 ans. Et donc, je perds mon père assez soudainement d'un cancer. Mon père travaillait dans le bâtiment et c'est vrai que pendant 40 ans, on se protégeait pas forcément de façon optimale. Donc voilà, je perds mon père le lendemain de mon passage en BTS, de passage d'examen. Donc très compliqué de passer cet examen aussi, puisque ça faisait quelques mois qu'il était à l'hôpital. Donc j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour essayer de rendre mon père fier. Et finalement, il n'aura jamais su que j'ai eu mon examen et mon BTS. Et donc après mon BTS, ma mère m'a dit, ok, tu peux pas avoir qu'un bac plus 2, je vois que t'es quand même plutôt intelligente. J'ai mis de côté, on peut t'offrir une 3e année dans une école de publicité, de communication. Mais par contre, t'as intérêt à tout donner et à réussir. Et alors, du coup, je me suis inscrite à Sup de Pub, groupe INSEC. Qui est une école assez prestigieuse, je crois. Oui, qui est une très bonne école. J'y suis entrée, j'ai fait mon année et j'ai fait mon stage de fin d'année à Monaco. Donc un autre monde. J'étais jamais vraiment sortie en fait de Paris et avec mes parents en fait on allait qu'au Portugal l'été, donc on voyait rien d'autre. On faisait nos 1600 km aller, 1600 km retour en voiture et j'avais jamais rien vu d'autre et puis interpellée comme beaucoup de jeunes par le strass, la paillette, je vais faire mon stage à Monaco et je découvre un univers complètement féerique. Et je me rends compte que cet univers, c'est malgré tout pas le mien. Et donc, qu'y travailler, c'est une chose, mais que d'y vivre, c'en est une autre. Alors, je suis revenue à Paris. Bienvenue dans l'ascenseur. Et quels ont été, vous avez parlé des obstacles que vous avez rencontrés, notamment dans la petite enfance, les obstacles du racisme. Quels ont été les soutiens qui vous ont aidé dans votre ascension sociale ? En fait, dans mon immeuble, il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge qui avaient des petits-enfants. Et il y a un couple qui... déjà m'a appris un peu les rudiments de la politesse à table, parce que c'est vrai qu'en fait, ça peut paraître idiot, mais c'est vrai qu'en fait à la maison on mangeait un peu. Alors
évidemment pas avec les doigts, mais bon, on n'avait pas du tout les manières qu'aujourd'hui on peut avoir. Voilà, les coudes sur la table, on mange la bouche fermée, on se serre pas en premier. Enfin voilà, des rudiments, mais qui aujourd'hui sont monnaie courante. Mais en fait, moi, je les avais pas du tout. Et donc ces deux, enfin Monsieur et Madame Danse, du coup, avaient une petite fille qui venait en fait un week-end sur deux, parce que ses parents étaient divorcés et son père, du coup, n'avait pas encore de logement, donc il venait chez ses parents à lui, et elle venait du coup chez ses grands-parents. Et on s'est rencontrés à 3 ans et on s'est jamais quittés. Et aujourd'hui, elle est la marraine de ma fille, je suis la marraine de sa fille. Et en fait, ses grands-parents m'ont appris à être bien élevée dans la société, m'ont beaucoup soutenue, m'ont fait découvrir, c'est eux qui m'ont emmenée au cirque, parce que mes parents n'avaient pas du tout les moyens de m'emmener au cirque. J'ai pris l'avion pour la première fois pour aller visiter ma copine à Saint-Étienne. Ah oui. Et puis aujourd'hui, quand j'ai eu ma fille, parce que je l'ai eu avant ma meilleure amie, ses grands-parents sont venus la voir comme si c'était leur arrière-petite-fille, quoi. Et ils ont toujours connu, et ma sœur et mon frère et moi. Et c'est vrai qu'en fait, cette famille-là, elle m'a aidée à me sentir chez moi, en France, à me sentir soutenue, à voir et à constater qu'il y avait des personnes en fait qui étaient vraiment généreuses. Et puis il y a une autre personne de l'immeuble à qui je pense beaucoup, que je n'ai jamais connue, mais à qui je dois beaucoup, parce que j'étais donc pas prévue au programme. Et mes parents avaient déjà 2 enfants dans la loge de 32 mètres carrés. Et donc quand je suis née, mes parents ont hésité évidemment à me garder. Mais ma tante, donc la sœur de ma mère, ne pouvant pas avoir d'enfants, elle pouvait pas avorter. En fait, c'était au-dessus de ses forces. Votre maman? Oui. Et donc elle m'a gardée. Et ils avaient décidé de partir en banlieue en HLM parce qu'il y avait plus de place. Et ma mère était tellement devenue indispensable dans l'immeuble qu'il y a un monsieur qui est venu la voir en lui disant qu'il était hors de question qu'elle parte élever ses enfants dans un HLM. Je dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais en tout cas, il voulait pas qu'elle parte. Et donc, il lui a offert la possibilité d'acheter des chambres de bonne. Et en fait, au fur et à mesure, mes parents ont saisi l'opportunité d'en acheter 2 de plus. Et ils ont fait un petit appartement. Dans le Marais. Dans le Marais. Au prix du mètre carré à Paris, c'est pas mal. Oui. Et c'est vrai que cette chance qui lui a donné d'acheter ces chambres de bonne, je pense que ça a été la chance de ma vie. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors, dans votre ascension sociale, est-ce que vous avez rencontré des pannes d'ascenseur? Le sentiment d'être coincé entre 2 étages? Oui, déjà en sortant de l'école, parce qu'en fait, avoir un bac +3, c'est pas assez. C'est pas assez pour rentrer dans des grands groupes, dans des grandes enseignes. Et vous aviez envie tout de suite d'aller dans ces grands groupes? Oui, parce que tout le monde voulait ça. Grosse frustration. Mais concrètement, c'est-à-dire, vous avez candidaté, vous n'étiez pas reçu, vous n'étiez pas contacté, comment ça se passait? Ah bah, je candidatais, j'avais même pas de réponse. On m'appelait pas, même pas un mail pour dire que ma candidature était pas retenue. J'avais, j'ai postulé. Je me souviens à la sortie de l'école, j'ai dû envoyer. Alors entre les réponses aux annonces et les candidatures spontanées, j'ai dû en envoyer 150. Et j'arrivais jamais à rien. Donc après, je suis descendue d'un étage. Going down. En tout cas dans ce que je voulais, dans mes souhaits. Dans vos ambitions. Et dans mes ambitions. Alors là, je dirais pas tant par mon milieu social, mais parce que j'avais pas eu les moyens de faire plus. D'études. Et donc j'ai commencé dans une start-up à faire un petit peu tout, d'être le mouton à 5 pattes. Et en parallèle, vous avez construit votre famille, donc racontez-moi un peu. Alors en parallèle, j'ai rencontré mon mari qui... À quel âge? J'avais 23 ans. Donc j'étais sur mon premier job, donc dans cette fameuse start-up où je ne gagnais pas ma vie puisque je n'étais payée qu'1 mois sur 2. Ah oui. Voilà, donc c'était aussi un peu compliqué de trouver des entreprises qui voulaient m'embaucher et pouvaient me payer. Donc du coup, mon mari m'a beaucoup soutenue parce que lui, ayant fait une école de commerce, donc un beau bac +5, voilà, avec une famille plutôt aisée, habitant à Neuilly, Donc vous êtes entré dans une famille d'un milieu social plus élevé que le vôtre. Oui.
On a vite emménagé ensemble. Donc, il est venu emménager dans mes chambres de bonne au bout de 6 mois. Et puis, il m'a beaucoup soutenue. En fait, c'est lui qui a toujours cru en moi. J'aurais jamais, j'aurais jamais pu prétendre, ou en tout cas espérer pouvoir prétendre au poste auquel j'ai postulé et que pour la plupart j'ai eu sans le soutien de mon mari. Souvent, quand on change d'étage, on connaît des épisodes d'ascenseur émotionnel parce qu'on passe finalement d'un milieu à un autre, d'un étage à un autre, et que parfois c'est compliqué sur le plan psychologique. Est-ce que c'est votre cas ? Je vais pas vous cacher, ça, oui, et ça l'est encore. Comment ça se manifeste ? J'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça se manifeste souvent parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi. Je me dis souvent que je suis pas à la hauteur. J'ai ce complexe d'avoir fait qu'un bac+3 quand aujourd'hui je côtoie que des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de communication, que j'ai l'impression qu'ils sont plus intelligents que moi, qu'ils ont plus de connaissances, que du coup je dois trimer davantage pour être à la même hauteur qu'eux. Alors qu'avec le recul, j'avais une vision assez erronée en fait de ce que je pouvais offrir et de ce que j'avais en moi. Et malgré tout, je me sens toujours pas à ma place. Je me dis que je réentends cette voix de ma mère qui me disait ne vise pas trop haut, tu vas être déçu. Et quand j'en parle à ma mère aujourd'hui, elle me dit mais je comprends pas. Je voulais pas, c'était pas pour te rabaisser, c'est juste que je voulais pas que tu sois déçu. Et bon, après, quand on est parent, on n'est jamais des parents parfaits, donc on mesure pas l'impact de ce qu'on peut dire à nos enfants tout le temps. Donc, mais c'est vrai que j'ai toujours cette voix. Et je me sens encore aujourd'hui. Je me dis comment j'ai pu arriver jusqu'ici. Bienvenue dans l'ascenseur. Mais c'est ça, alors du coup, ça vous a quand même pas empêché. Racontez-moi la suite de votre parcours. Quand j'étais dans cette start-up, je m'occupais aussi des partenariats. Et donc, j'avais de très bonnes relations, un partenaire en particulier, et qui m'a embauchée. C'était qui ? Alors, à l'époque, ça s'appelait Cartcom. C'était les cartes postales publicitaires qu'on avait dans les restaurants. Et donc, en fait, j'ai fait quelques mois là-bas. Bon, ça n'a pas forcément bien fonctionné parce que je pense qu'ils attendaient un petit peu plus de moi que ce que je pouvais offrir. Et donc, du coup, je suis partie. Et là, j'ai eu encore un gros passage à vide pendant quelques mois. Et jusqu'au jour où j'ai postulé à une offre qui est sur le papier était pas très alléchante, et je suis rentrée à la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. D'accord. Donc, c'est vrai que comme ça, mes postes hyper intéressants, l'artisanat, et puis les charcutiers traiteurs se mourait un petit peu dans la tradition, des vieilles boutiques, etc. Donc en fait, il y avait tellement de choses à faire. Il y avait des choses à raconter. Il y avait des choses à raconter, il y avait des choses à faire, et puis en fait, il y avait beaucoup de gens avec que j'ai vu sur le terrain qui étaient attachantes, attendrissantes, passionnées par ce qu'ils faisaient. Et au final, mon poste a développé déjà énormément de compétences que je n'avais pas. Et puis m'a fait faire un bond en termes de maturité auquel je m'attendais pas non plus. Et puis s'est posé aussi le problème, c'était à cette époque-là que je me mariais, et donc que j'allais m'appeler Tayeb, donc par mon nom de femme mariée. Et ça a posé problème. À qui ? Au charcutier. Going down. Oh là là ! Voilà. Donc après, je pouvais comprendre. C'est vrai que comme ça, globalement. Incroyable. Pour des raisons d'antinomie entre le jambon et la religion juive. Exactement. Donc là, en fait, alors que j'avais subi un petit peu une problématique en tant qu'immigrée portugaise. C'était quoi votre nom de jeune fille ? Pascoa. Et vous aviez souhaité prendre tout de suite le nom de votre mari dans votre vie professionnelle ? Oui, parce que en fait, pour moi, c'était un peu pas mon idéal, mais je m'étais toujours imaginé que si je me mariais un jour, j'allais prendre le nom de mon mari, s'il était pas trop moche. Mais donc du coup, là, dans ce cas-là, ça allait. Et puis en fait, vu que sa famille m'a vraiment adoptée, que il y a vraiment eu, une fusion. Et j'étais très amoureuse, donc je voulais prendre son nom. Et donc là, j'ai été confrontée à un deuxième effet qui se coule. C'était plus mon nom qui posait problème, c'était celui de mon mari.
Et alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Moi, j'ai décidé de partir. Donc, j'ai quitté ce poste. Au bout de combien de temps? Au bout de presque 2 ans. Donc, j'ai quitté. Et puis, alors là, j'ai grimpé encore dans l'ascenseur puisque j'ai intégré l'interprofession française du bétail et des viandes. Donc, sans le porc. Bienvenue dans l'ascenseur. Et là, en fait, j'ai découvert un univers avec en fait l'interprofession donc du bétail, enfin de l'élevage et de la viande gère toutes les professions de l'éleveur jusqu'au boucher. Et donc en fait, moi j'avais un poste qui était, j'étais responsable de la communication corporate et puis événementielle. Donc j'organisais le stand au salon d'agriculture, je m'occupais de faire le bilan annuel, d'organiser les événements internes, d'aller faire des reportages auprès des éleveurs. Enfin, du coup en fait j'étais très proche et tout le temps en contact avec tous les métiers desquels je devais faire la promotion. Et des gens surtout. Et ça a été une révélation. Dans un premier temps, j'ai surtout vécu le lobby anti-viande lié au bien-être animal. Avec la montée de L214, de toutes les autres associations en fait qui dénonçaient avec les vidéos, les maltraitances. Donc oui, ça a été assez compliqué de pouvoir d'une part se dire que c'était pas généralisé, encore heureux. Que justement en fait c'était aussi un moyen pour nous d'améliorer les pratiques et puis surtout de voir à quel point les éleveurs eux quand ils élèvent leurs animaux ils s'attendent aussi à ce qu'ils soient bien traités donc finalement ça a été un mal pour un bien et ça a permis à la filière de progresser. Et donc en fait, d'ailleurs, j'y suis restée presque 10 ans. Ils m'ont fait évoluer en fait sur mon poste, mes responsabilités. J'ai eu une directrice communication en or. Qui vous a beaucoup aidé du coup? Ah oui. Une femme de caractère avec 3 enfants, qui est dans la filière depuis 30 ans. Une filière qui est quand même très masculine. Elle m'a beaucoup rassurée à des moments où ça pouvait être compliqué. Et c'est elle qui m'a donné envie d'aller plus loin et donc de partir. De quitter la filière. Et en fait, j'ai eu cette opportunité de rentrer au groupe Rocher. C'est quoi le groupe Rocher? Alors le groupe Rocher, c'est le groupe qui a la marque Yves Rocher, Petit Bateau, Sabonne, Stanome, enfin voilà, ils ont donc là on est dans un autre domaine. Complètement autre domaine. Mais j'avais vraiment envie en fait de me lancer. Je me suis dit, ça fait 9 ans que je suis dans une interpro. J'aimerais voir aussi comment ça se passe ailleurs, rentrer dans un grand groupe. Et en fait, j'avais quand même encore beaucoup de difficultés à évoluer et à être remarquée. Parce que, c'est sûr que ça fait pas rêver, entre les charcutiers traiteurs et l'interprofession de la viande. Ils se disent, et puis ça reste des institutions, des syndicats. Et c'est vrai que, certaines entreprises se disent que c'est un petit peu trop loin de l'univers entrepreneurial. Donc quand j'ai eu cet entretien avec le groupe Rocher, c'était ma chance. Vous candidatiez pour quel type de poste? Pour un poste de responsable communication corporate RSE. Donc un poste pour lequel j'étais faite, que j'attendais depuis 2 voire 3 ans, depuis que je commençais à réfléchir, à me dire, là j'ai atteint le plafond de verre. Et donc j'ai cet entretien, ça marche hyper bien, et j'ai pas le poste. Going down. Ah oui. Pourquoi? Parce que l'autre personne l'a eu, elle était disponible tout de suite, moi il fallait attendre 3 mois, il y a un choix qui s'est fait. Donc hyper déçue, mon mari me trouve en larmes dans le canapé, recroquevillée, en position fétale, enfin j'étais complètement... j'étais très déçue. Et puis je me fais à l'idée, je continue de postuler, et puis il se trouve que 1 mois et demi plus tard, je reçois l'appel de la personne, de la directrice communication qui m'avait fait passer l'entretien chez Groupe Rocher. Bienvenue dans l'ascenseur. Et qui me dit, en fait, est-ce que vous êtes toujours disponible parce que la personne que j'ai prise ne convient pas? Quand est-ce que vous pouvez commencer? Bon, elle a attendu. Et j'ai commencé dans la foulée au Groupe Rocher. Et alors, ça s'est bien passé? C'était très intéressant, très beau groupe familial, avec des très belles marques. Ça s'est très bien passé, j'avais une super équipe. Et puis, en fait, au bout d'1 an, j'étais chassée. Et alors, la première fois de ma vie, j'avais jamais vu ça. Enfin, j'avais jamais connu ça, en fait. Je savais même pas que je pouvais être chassée.
Et donc, une chasseuse de tête m'appelle et me dit votre profil nous intéresse beaucoup. Votre expérience chez Interbev. Elle m'a même pas parlé du groupe Rocher. C'est drôle. Donc, c'est drôle. Votre expérience chez Interbev nous intéresse beaucoup. C'est pour un grand groupe de la restauration rapide. Donc, elle voulait pas me dire pour qui c'était. Est-ce que ça vous intéresse de passer un premier rendez-vous? Je passais la nuit à chercher, mais qui ça pourrait bien être? Et puis, du coup, elle m'avoue que donc c'est McDo et que effectivement sur la RSE, il y a un gros pan sur l'engagement agricole et que c'est hyper intéressant pour eux d'avoir un profil comme le mien. Et donc je passe les entretiens et me voilà arrivée chez McDo. C'était il y a combien de temps? C'était il y a un peu plus d'1 an et demi. Je gère toute la réputation de l'enseigne en France. Vous avez un sujet? Oui, plusieurs même. Oui. Sur tous les volets du champ au restaurant, donc sur l'agriculture, toute la partie nutrition et qualité, les évolutions nutritionnelles, l'engagement et l'investissement qu'on a auprès des agriculteurs, parce que faut les aider, surtout sécuriser l'approvisionnement français si on veut continuer à pouvoir s'y approvisionner, et puis gérer toutes les relations presse, les relations publiques, voir comment on peut s'adapter aussi aux réglementations, et puis toutes les concertations avec toutes les parties prenantes, les ONG, on peut discuter avec L214 ou avec d'autres associations. J'aimerais revenir à l'ascenseur émotionnel lié au changement d'étage dans l'ascenseur social. Comment ça se traduit en dehors de ce sentiment d'imposture dans la vie personnelle, par exemple? Dans ma vie personnelle, j'ose pas trop dire ce que je fais. Depuis un peu toujours, en fait. À qui? Aux personnes que je peux rencontrer. Alors à mes amis, évidemment, j'ai pas de soucis. Et puis c'est vrai qu'avec mes amis, on parle pas forcément de travail, hein, donc du coup, on est plus sur nos vies, la famille, etc. Mais quand je suis invitée à un anniversaire ou un mariage ou un baptême et que je suis dans une situation où je dois rencontrer d'autres personnes, des personnes que je ne connais pas forcément et avec lesquelles il faut aborder le classique début de discussion. Il y a et tu fais quoi dans la vie? Et donc là aujourd'hui, je dis que je travaille chez McDonald's. Mais en fait, pourquoi vous ne voulez pas dire ce que vous faites? Parce que aujourd'hui, je trouve que c'est très prétentieux. J'ai un poste important et j'ai pas forcément envie de le mettre en avant. J'ai pas ce côté. En fait, j'ai peur que les gens s'imaginent que je suis prétentieuse. Bienvenue dans l'ascenseur. Et par rapport à votre famille, comment ça se passe aujourd'hui? Ma sœur, du coup, a pas du tout évolué comme nous. Elle a pas mal de problèmes. Elle est en situation de handicap. Elle a fait très peu d'études. Elle va de boulot en boulot qu'elle garde pas parce qu'en fait, elle ne veut pas forcément dire en fait qu'elle est malentendante, ce qui crée quand même beaucoup de malentendus parce que je lui ai souvent dit en fait, tu préfères que les gens pensent que tu es déficiente mentale que d'être malentendante. Donc voilà, donc c'est très compliqué avec ma sœur. Et c'est vrai que typiquement à mon mariage, ça a été le contraste total. Mon frère est banquier, sa femme est institutrice, il a fait aussi sa vie, il a plutôt bien évolué. Et donc à mon mariage, mon frère est venu me voir en pleurant, en me disant qu'il était fier de moi, content de me voir heureuse. Ma sœur est venue me voir en pleurant pour me dire que elle était trop triste parce qu'elle aurait jamais ça. Oh là là. Donc c'est vrai que c'est très très dur. Et donc, vous avez une culpabilité, Isabelle? Oui. Mais qui est pas forcément justifiée parce que vous n'y êtes pour rien. Non, j'y suis pour rien, mais bon, malgré tout, j'ai toujours essayé de l'aider et de la soutenir, et jusqu'au jour où ça a pris le pas un petit peu trop sur ma vie personnelle. Et donc, j'ai dû faire un choix. Mais c'est vrai que c'est un choix qui est difficile, et encore aujourd'hui, avec mon frère, voilà, on a plus notre père, notre mère est pas non plus en très bonne santé, et cette responsabilité, ce sera la nôtre quand elle sera plus là. Donc c'est vrai que c'est difficile. Donc j'aide ses enfants, j'essaye d'être une bonne tante. Et alors comment on fait pour réconcilier tous ces mondes? Ah, c'est une bonne question. Je me suis jamais, j'ai jamais agi de façon à réconcilier tous ces mondes. En fait, tous ces mondes-là, ils sont séparés dans ma vie, finalement. Ils sont cloisonnés. C'est-à-dire que ma famille, je la vois
qu'avec ma famille. Après, parfois, je mélange les deux familles, la famille de mon mari et ma famille, mais c'est pas les mêmes mondes du tout. Après, ils sont très open. Enfin, mon beau-père et ma belle-mère sont quand même assez ouverts. Mais c'est vrai que ma mère a un espèce de complexe par rapport à ma belle-mère, parce que j'ai appris il y a peu de temps que ma mère, en fait, à mon mariage, elle avait fait, elle avait fait du shopping, et elle avait acheté des vêtements hyper chers parce que elle se disait sinon je vais faire honte à ma fille face à sa belle famille. Il faut que je sois quand même chic et tout. Donc c'est vrai que c'est deux mondes qui sont difficiles à concilier, mais malgré tout, aujourd'hui, même si j'avance petit à petit, j'ai plus honte. Et ça, c'est vrai que ça a été très compliqué pendant des années. Aujourd'hui, j'ai plus honte. Parce que c'est la vie, en fait. Tout le monde ne parle pas hyper bien français, tout le monde n'est pas issu de la même culture, tout le monde n'a pas le même niveau social. Malgré tout, en fait, si nos deux familles se sont réunies via mon mari et moi, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Et en fait, finalement, c'est ça qui est le plus important. Donc oui, aujourd'hui, je suis assez fière. Voilà, le travail, c'est le travail. Les amis, c'est les amis. On est entre nous. Et ma famille, c'est ma famille. Donc oui, c'est cloisonné. La seule chose qui les réunit, c'est peut-être moi, du coup. Que faudrait-il changer collectivement pour améliorer l'ascenseur social en France ? Je pense qu'il y a déjà quelques petites choses qui ont été faites. Déjà, pour l'avoir vécu, l'alternance, vraiment, sur des écoles de commerce, des écoles de pub, des écoles de com ou même des écoles d'ingénieurs, sur des niveaux bac+5, c'est énorme. Parce que moi je suis d'une époque où on faisait des emprunts pour faire des écoles, quoi. Donc après je dis pas que c'est pas encore le cas, mais en tout cas cette ouverture sur l'alternance pour pouvoir payer ses études, c'est énorme. Après l'état d'esprit français du bac+5, de la grande école, de mettre des gens dans les cases, ça il faudrait que ça évolue, parce que on se rend bien compte. Moi, je m'en rends compte par mon parcours, mais je m'en rends compte aussi par des collègues, que finalement, l'expérience apporte l'équivalent. Et puis, la théorie qu'on apprend 15 ans avant, finalement, c'était celle d'il y a 15 ans. Donc, le monde, il a vachement évolué. Donc, finalement, quel est l'intérêt de regarder forcément le bac+5 ? Quel conseil vous donneriez à un jeune ou à des jeunes qui nous écoutent et qui voudraient prendre l'ascenseur social ? De créer l'échange. Et ça, c'est jamais perdu. Même si on ne voit pas les gens, l'échange vous aura toujours apporté quelque chose. Et puis, surtout, de ne jamais préjuger de ce que peut vous réserver l'avenir, parce qu'une personne qu'on rencontre à 20 ans, on peut la re-rencontrer à 30 ans, ou à 40 ans, ou à 50 ans. En fait, on pourra bénéficier de son réseau, ou lui faire bénéficier de notre réseau. Enfin, il y a toujours quelque chose à prendre. Et même si c'est pas professionnel, ce sera peut-être plus personnel, mais en tout cas ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de ce qui s'est passé avant, de ce qu'on a été, même si on n'est pas un excellent élève, si on travaille et si on le veut, on peut y arriver. Isabelle Taïeb, c'est quoi le prochain étage pour vous dans l'ascenseur ? Écoutez, le prochain étage, j'attends peut-être qu'il vienne à moi. J'aime être surprise. Enfin voilà, quand je vous disais, j'aurais jamais cru être là où j'en suis aujourd'hui. Et justement, j'attends de voir aussi où je serai encore dans 10 ans. En tout cas, voilà, je suis ouverte. Je m'ouvre à plein d'opportunités, et celle qui me rendra heureuse sera la suivante, j'imagine. Même si je suis déjà, en tout cas, celle qui continuera à me rendre heureuse. Voilà. Merci Isabelle Taïeb pour ce voyage dans votre ascenseur social. Merci Anne-Cécile. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuali. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.